L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour à tous, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal en compagnie du rédacteur en chef du Guide de l'auto, Julien Amado. Salut Julien. Allô LP. Salut. Antoine Joubert est absent cette semaine. Il est parti en Corée du Sud pour aller essayer quelques véhicules très spéciaux. On parle de la PV5 et de l'EV5. On va avoir son rapport à son retour la semaine prochaine. On a bien hâte d'entendre les opinions d'Antoine sur ces produits-là. Mais quand même une émission chargée. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité. Julien et moi, de l'actualité de la semaine. Ensuite, on va recevoir M. Roger Champoux de Pneus Touchette pour venir parler de pneus d'hiver, parce que c'est déjà l'heure de commencer à penser si vous n'avez pas vos pneus et si vous n'avez pas booké votre rendez-vous, parce qu'on le rappelle, il y a une période spécifique pour les pneus d'hiver au Québec. Donc, on va parler de ça après la pause. Et en clôture d'émission, on va parler de nos essais à moi et Julien. Julien qui a essayé dans la boue des véhicules Jeep, Wrangler et Gladiator, puis en plus un véhicule assez spécial, assez exclusif, un des véhicules les plus dispendieux qu'on a essayé, je pense, dans les derniers mois là, que tu vas nous parler. On va garder ça comme surprise. Puis pour ma part, j'ai la petite Toyota GR86, une édition spéciale limitée au Canada que j'ai fait l'essai. Donc, sans plus tarder, Julien, j'aime ça quand toi puis moi on parle de familial. En fait, le groupe du Guide de l'auto, quand on parle de familial, parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui s'en va, on veut la reprendre puis la ramener. On est étiqueté en Amérique du Nord en tant qu'amateur d'utilitaire. On ne sait jamais si c'est l'utilitaire que nous, on aime ou que les constructeurs aiment nous donner des utilitaires parce que c'est plus facile à cause du marché américain. Mais les familiales, on en a de moins en moins. Puis, celle qui reste, c'est celle dans les créneaux de luxe. Puis cette semaine, on a appris que Mercedes-Benz nous gardait deux familiales de classe intermédiaire. Oui, c'est une bonne nouvelle, je pense. Ouais. Un petit retour, là. C'est pas non plus une déferlante, mais c'est une bonne nouvelle. Je trouve que Mercedes revienne avec des familiales. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins des abordables, pour ainsi dire. Il n'y en a plus. Ouais, non. La Golf Sportwagen que les gens aimaient beaucoup au Québec, mais moins dans le reste de l'Amérique du Nord, est plus là. Mm-hmm. Et même la Outback chez Subaru qui devient un VUS à part entière et qui se défamilialise, on pourrait dire un peu. Ouais, l'Outback, c'est un produit qui est un petit peu entre les deux, qu'on aime à cause de ça, mais quand on parle aux gens de Subaru, puis on parle aussi aux acheteurs, on peut l'appeler comme on le veut, là, ce véhicule-là. L'actuel, mais le nouveau 2026, maintenant, celui qui s'en vient, est étiqueté VUS, il ressemble à un VUS. Tout carré, là. Donc c'est vrai qu'il y a ça, puis c'est presque un croisement aussi avec Audi, parce que finalement, la nouvelle génération de l'A6, qui avait la A6 Allroad vocation hors route et la RS6, ne sont plus pour l'instant en tout cas prévues au programme. Ça se pourrait qu'elles reviennent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, je pense, pour nos auditeurs, s'ils veulent en acheter une dernière minute. Juste avant d'entrer en onde, j'ai regardé sur le site d'Audi Canada. On peut encore commander les 2025 RS6 et A6 Allroad. Bon, pour ce qui est de la RS6, on dépasse les 150 000 $. C'est ça, exactement. En option, fait que c'est loin d'être à la portée de tout le monde. Tu parles de la A6 Allroad, les véhicules Mercedes dont je parle. On a une des deux variantes qui est une axé sur l'aventure. On peut, le terme all-road me revient souvent à la tête parce que justement, ça a été une des pionnières dans ce genre de véhicule-là. C'est la E450 familiale tout-terrain 2026. Bon, Mercedes-Benz E450, donc celle-là, c'est un modèle qui n'est pas haute performance. Par contre, on présente aussi une Mercedes AMG E53 hybride qui va être un peu là, sa cousine un peu plus sportive, si on veut. Et là, on a vu des images là, du modèle tout-terrain qui émule un peu qu'est-ce qu'on recherche dans un véhicule de luxe. Tout terrain, on le garde entre guillemets, là, parce que justement, les gens qui vont amener ça hors des sentiers battus, ça va être rare. Par contre, c'est pour le look, puis pour dire que le look, c'est réussi. J'ai pas beaucoup de spécifications sur le véhicule au sujet de la garde au sol, mais on a quand même un mode tout terrain qui permet là, de donner des qualités additionnelles au véhicule quand on s'aventure en route. On parle de 92 250 $ de prix de départ. Donc, tu sais, quand on est toujours dans les 6 chiffres maintenant là, avec ces familiales-là qui sont de luxe, mais si on regarde, par exemple, là, la capacité de chargement, le volume de chargement,
on est dans plus de 600 litres de volume de chargement, ce qui, tu sais, ça devient comme vraiment intéressant quand on veut aller chercher un produit qui est similaire à un utilitaire. Puis on dit tout le temps ça des familiales, elles ne perdent pas d'utilité pour autant. Là. Non, exact. Puis ce format-là est pratique. La voiture est souvent plus basse aussi, donc on a un seuil de chargement qui peut être plus bas. Ouais. C'est plus facile de charger des gros objets volumineux ou lourds. Et souvent, c'est très rectangulaire. C'est un gros... C'est pas un cube, mais c'est vraiment un gros rectangle dans lequel on peut ranger plein d'affaires. Avec le haillon, c'est très pratique. Donc au final, c'est vrai que par rapport à une classe E berline, par exemple, on va être bien plus polyvalent avec ce véhicule-là. Absolument. 1830 litres de volume de chargement total quand on rabat les dossiers de la deuxième rangée. Donc quand même des véhicules qui sont pas abordable nécessairement, mais intéressant quand même à voir sur la route chez nous. On en parlait pendant plusieurs semaines chez Nissan, puis on parle de Nissan comme étant une compagnie qui est en difficulté à la croisée des chemins un peu, autant financièrement qu'avec les produits. On a annulé l'importation au Canada de certains produits qui sont assemblés aux États-Unis. Mais pas annulé, mais reporté, là, si on veut, à cause des tarifs. Donc, ça va pas très bien. On a une nouvelle administration chez Nissan qui veut complètement changer l'optique là, de la compagnie en ramenant certains modèles, certaines motorisations, etc. Et puis, on parle toujours du Nissan Xterra, mais là, on savait qu'il revenait. Là, on le sait qu'on va l'avoir en 2028. Je pense que c'est une très bonne idée qu'a Nissan, surtout que la base technique est déjà là avec le Frontier. En fait, tu as déjà ton châssis. La logique voudrait que ce soit le V6 3.8 litres qui revienne aussi dans le Xterra, parce que ce serait légitime de le mettre dedans. Et c'est un bon moteur. Nous, c'est un moteur qu'on avait essayé pour le match des camionnettes il y a 2 ans. Et c'est un moteur qui va bien, qui est puissant, qui est fiable, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est aussi rassurant pour les gens qui pourraient être intéressés. Puis avec 310 chevaux, on est quand même plus haut qu'un Wrangler, par exemple, 3.6. On va être à peu près dans les mêmes d'hybridation, là, mais c'est pas confirmé, parce que l'information qu'on a sur ces motorisations-là est bonne, puis ça serait logique, comme tu le dis. Mais là, selon l'entrevue que M. Meunier a donnée à Bloomberg cette semaine, qui a confirmé la date, là, finalement, l'année, on parle également d'hybridation. Donc, c'est sûr qu'on veut en mettre le plus possible pour attirer le plus de classes d'acheteurs. Là, ça pourrait être intéressant parce que s'ils hybrident le V6 3.8 litres, par exemple, ce serait déjà, il y aurait plus de couple, plus de performance probablement. Donc ça veut dire qu'on dépasserait même l'hybride max chez Toyota en termes de performance. Donc peut-être aussi il y a une sorte de statement à faire avec ça là, parce que c'est 326 chevaux de mémoire l'hybride max. Et là on est à 310 juste avec l'essence. Si on rajoute une hybridation à moteur électrique là-dessus, il y a de fortes chances pour qu'on ait un gros couple et quand même des bonnes capacités. Puis c'est la mode ces véhicules-là. En ce moment, l'aventure plaît beaucoup. Et je pense que le Xterra qui a quitté au début des années 2010, ce serait bien d'avoir son retour, effectivement, et je pense qu'il y a une clientèle pour ça. Il y a qu'à voir Honda avec le Passport, qui l'a vraiment enroutisé, si je peux dire un peu. Il est devenu vraiment plus aventurier que ce qu'il était. Avec... Et je pense que l'idée, c'est effectivement de se confronter... etc. Là, puis, pour l'avoir conduit il y a quelques semaines, c'est vrai qu'ils ont vraiment forcé le trait par rapport au modèle précédent, qui était vraiment un pilote à 5 places, qui se voulait aventurier plus sur papier. Là, on a vraiment poussé les curseurs quand même plus. Puis, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est d'aller chercher des Wrangler, des Bronco, pourquoi pas Land Cruiser, même si là, sur le tarif, peut-être ce sera un peu plus élevé quand même. Chez Toyota, c'est quand même plus cher en termes de positionnement de gamme. Mais moi, en tout cas, je crois que pour Nissan, c'est une bonne avenue avec un coût de développement qui ne sera pas faramineux, parce qu'on a déjà une base technique. C'est ce qu'on cherche chez Nissan, parce que justement... On veut sauter sur les opportunités chez Nissan. On a fait avec la Sentra, par exemple. Là, on veut rester dans un marché abordable. Là, il y a beaucoup d'engouement pour ces véhicules-là à vocation aventurière, là, si on peut se permettre le terme. Et puis, si on a tous les outils déjà, puis on peut qui ressemble un peu au Nissan Frontier, ça serait bien aussi garder les lignes, ça va être ça là, évidemment, là, mais, garder les lignes, le langage de design là, de Nissan pour donner cette option-là aux acheteurs, puis surtout avec un prix qui serait intéressant. Là, c'est encore mieux parce que ces utilitaires-là, à cette vocation-là, sont toujours très chers. Absolument, absolument. On n'a pas nécessairement plus d'informations que ça. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être fait à l'usine de Canton dans le Mississippi, une usine qui était d'ailleurs prévue pour faire un utilitaire électrique. Ça n'arrivera pas, évidemment. Nissan n'est pas la seule entreprise à changer ses plans d'électrification. Mais ça en dit long un peu quand même. Oui, ça en dit long. Je veux parler aussi des prix de la Hyundai Ioniq 5 qui ont baissé considérablement aux États-Unis.
Et puis, c'est une discussion que j'ai eue avec quelques intervenants dans l'industrie dernièrement, parce que, évidemment, aux États-Unis, on avait un crédit d'impôt à l'achat d'un véhicule électrique qui était 7 500 $. Ce crédit-là a été retiré au 30 septembre. Et puis, ben évidemment, le troisième quart aux États-Unis a été extraordinaire pour la vente de véhicules électriques, autant chez Tesla que chez Hyundai, que chez les autres entreprises. Chez Rivian, même, ça a été de bons résultats. Mais on le sait pourquoi, parce que justement, le crédit venait à fin. C'est une histoire qu'on a déjà vue chez nous, oui, je pense. Ça me rappelle quelque chose aussi. Ça rappelle quelque chose. Donc, les manchettes étaient que les ventes de véhicules électriques explosaient aux États-Unis. Mais là, maintenant, c'était pour bonne raison, parce qu'on voulait profiter de ce crédit-là. Et puis, ben chez Hyundai, on a hier, le 2 octobre, là, ben en fait, plutôt cette semaine, on a baissé considérablement les prix. Les modèles 2025 de la Ioniq 5 ont 7 500 $ de rabais. Et puis, ben, du côté de la 2026, ça varie entre 7 600, je pense, et 9 200 selon quand la même, variante. Et puis, ben, souvent, qu'est-ce qu'on m'a demandé, moi, du côté de mes lecteurs, c'est est-ce que nous, on va avoir de telles baisses et est-ce qu'on va profiter de ça? Et c'est de plus en plus difficile de prendre cette question-là puis d'y répondre parce que justement, comme on me rappelait chez Hyundai Canada quand j'ai posé cette même question-là, les marchés sont très distincts dans leur stratégie de prix, mais nous, notre Ioniq 5 qu'on importe de la Corée du Sud, eux, aux États-Unis, la Ioniq 5, elle est faite en Géorgie, dans l'État de la Géorgie, donc c'est le même véhicule, mais c'est acheminé complètement différent. Ouais, c'est pas les mêmes coûts non plus, probablement. C'est pas du tout les mêmes coûts. C'est sûr que c'est... Le monde actuel, même automobile, est tellement complexe que je pense que c'est pas possible d'avoir une réponse claire et définitive de même. Là. Je pense que l'incertitude crée aussi beaucoup de choses. Ouais. Mais la logique, effectivement, qui baisse les prix est plutôt compréhensible aux États-Unis, considérant le contexte. Pour chez nous, les prix ont déjà quand même baissé par rapport à l'année passée où c'était quand même vraiment l'euphorie. Là, c'est moins le cas. Puis, je pense aussi... On a des meilleurs taux aussi. Oui, on a aussi. toutes sortes après, je pense que c'est un peu délicat aussi, même pour les concessionnaires Hyundai, par exemple, quand ils avaient énormément de stock puis que la subvention fédérale au Canada a disparu d'un coup. Je pense que quand tu te basais sur quelque chose, tu tablais sur quelque chose qui finalement ne se réalise pas, ça complique aussi ton approvisionnement. Le constructeur aussi doit répondre à ça parce que lui non plus s'y attendait pas forcément. Donc ça crée toutes sortes d'incertitudes qui sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Pas forcément plus faciles, mais pas les mêmes en tout cas. Mais il n'y a pas que les véhicules électriques qui baissent parce que par exemple, là tu vois, on pourra en reparler avec Jeep un peu plus tard, mais Jeep aussi baisse les prix de son Gladiator par exemple. Et ça va jusqu'à 11 400 $. Et là on parle du modèle 2026 au Canada. Donc là c'est pas aux États-Unis dont il est question. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas juste les voitures électriques où on baisse nos prix. Quand parfois les ventes baissent et on est pas finalement placé comme il fallait au niveau du tarif. Où on a besoin de liquidités chez Jeep, chez Stellantis en général, il faut aller chercher des liquidités pour fonctionner. C'est vrai que le Gladiator était quand même beaucoup plus cher que la moyenne des camionnettes intermédiaires si on regardait ça, le marché, ne serait-ce que l'année dernière ou là au début d'année. Donc je pense que les ventes en ont trop souffert et qu'il a fallu s'adapter. Il est arrivé quelque chose aussi aux États-Unis vers la fin du troisième quart. Des compagnies comme Ford et General Motors ont demandé à leurs branches financières d'acheter des véhicules et de les mettre sur leur livre pour pouvoir ensuite bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 $ et mettre ces véhicules-là en location. C'est vraiment intéressant parce que justement, selon les sources qu'on a demandées, ça a été fait dans toute la légalité avec les agences de revenus aux États-Unis. Mais par contre, on voit que on a vu certaines de ces manœuvres-là aussi. Des manœuvres créatives. Des manœuvres créatives pour être capable de profiter des taux jusqu'à la fin. On peut pas blâmer les constructeurs de faire ça. Ce sont des entreprises, elles doivent faire de l'argent et elles ne font pas toutes de l'argent avec les véhicules électriques. Donc, ça va être intéressant de voir dans les prochains mois le marché tranquillement se stabiliser de manière plus naturelle sans les subventions. Par exemple, le crédit d'impôt aux États-Unis, mais également chez nous, qu'on commence à avoir un petit peu moins de subventions, puis ça va diminuer au fil du temps. Exact. J'aimerais également parler, pendant qu'on est là, de la Chevrolet Bolt. Et on a dit plus Bolt EV, évidemment, parce que c'est une toute nouvelle véhicule. On va voir les photos de ce véhicule-là, parce qu'il n'est pas dévoilé de manière officielle. Il y a quelqu'un qui a vu la Chevrolet Bolt à un chargeur Tesla. On n'a pas de spécification technique, mais on sait qu'il y a un port de recharge NACS. Oui, parce qu'il est branché là. Tesla.
par contre, quand on regarde les images, c'est exactement... elle ressemble exactement à la Bolt EUV, là, qui était le petit tiers de Trax à l'avant aussi, je trouve. Les lumières du Trax un petit peu, là, ça ressemble. Mais oui, on n'est pas complètement surpris quand on voit les photos du véhicule. Par contre, c'est un peu surprenant si vraiment GM ne voulait pas qu'on voit son véhicule, de le laisser comme ça stationner de même dans une borne Tesla. C'est un peu curieux. Peut-être aussi ont-ils voulu créer un petit buzz là ou quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, on n'est pas tombé en bas de notre chaise là. Ça quand même, c'est assez attendu comme design. Mais c'est un véhicule intéressant. Nous, la Bolt, on l'appréciait beaucoup au guide de l'auto, au sein de l'équipe, puis elle a été plébiscitée plusieurs fois. Donc, c'est un véhicule qui a du potentiel. C'est plutôt intéressant qu'il revienne. Je pense que c'est une bonne nouvelle quand même, pour plus de diversité, justement. Et d'abordabilité, en espérant que ça fasse partie de la commercialisation de la Bolt, parce que si on peut... Ça, c'est la question qui nous revient tout le temps, en fait. Quand est-ce que on va avoir des véhicules électriques plus abordables avec des variantes plus abordables? Alors... et plus logeables qu'une Fiat 500e, si possible. Oui, et plus d'autonomie, s'il vous plaît. On va l'essayer. D'ailleurs, ce véhicule-là, la Chevrolet Bolt, notre collègue Dominique Boucher va l'essayer dans les prochaines semaines. On devrait avoir ses impressions de conduite, savoir si c'est vraiment un véhicule différent. Puis aussi, on reprochait à la Bolt dans les deux modèles là, à travers les ans d'avoir des sièges un petit peu durs, même quand il avait refait les sièges. C'était un peu mieux sur la phase 2. C'était un peu mieux dans la deuxième version, mais c'était encore quelque chose qu'on le reprochait. Donc, je sais que chez General Motors, on a des sièges confortables. On est capable de faire ça. Je veux parler de l'expérience Subaru en concession. Parce que chez Subaru, on fait tout un petit peu différemment. Et puis, si comme moi, je le sais on a déjà été ensemble dans des salons de l'auto et aux États-Unis, et tu as vu les kiosques, les kiosques dans la jungle, les stands de Subaru, c'est complètement différent. T'sais, on rentre là-dedans, c'est la jungle, mais aussi beaucoup de bois, des plantes, de roches simulées avec les véhicules. On veut vraiment faire appel au sentiment d'aventure de la clientèle. Je me rappelle à Los Angeles aussi, on avait des chiens dans un petit enclos. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Puisque tous les propriétaires de Subaru ont un chien. Évidemment, c'est comme on les voit dans les publicités, les accessoires, etc. Pour les amoureux des chiens. Mais on avait ça dans le kiosque de Subaru. Subaru veut renouveler un peu son expérience en concession pour pas que ça soit un gros building insipide avec une machine à café dans le coin puis des ballons au-dessus des véhicules avec des drapeaux. Puis je pense que c'est une bonne affaire parce que la clientèle chez Subaru, c'est très loyal. Oui, vraiment. Puis je trouve ça intéressant parce que parfois aussi les constructeurs vont essayer de miser et de corriger leurs propres faiblesses. Et pour moi, Subaru, c'est pas leur faiblesse du tout. Ils sont déjà assez hauts en termes de satisfaction client. Et que ce soit au Québec ou ailleurs d'ailleurs, parce que J.D. Powers en parle, mais pas seulement. Même au Québec, les sondages qui ont été faits, puis même moi dans une autre vie, quand je travaillais pour le Protégé Vous, on avait fait un sondage interne, et Subaru revenait dans les 2 premiers. Donc vraiment, même au Québec, c'est très fort l'appartenance. Et je trouve ça bien qu'ils veuillent encore améliorer ça, mais c'est vrai que tu vois que l'accent est vraiment mis sur le côté aventurier, sur le... Ouais, on a des véhicules faits pour l'aventure, prêts pour affronter les pires conditions, l'hiver, la boue, les sentiers, etc. Même si 90% des gens, je pense, vont pas affronter les sentiers. Le véhicule est capable, c'est pas ça la question, mais est-ce que les gens le font vraiment? J'en suis pas certain. Mais je pense que l'idée est bonne d'essayer de proposer une expérience différente chez ton concessionnaire et effectivement pas juste la céramique blanche LED avec juste tes 2 ballons puis venez voir nos promotions. Tu te sens pas vraiment à l'aise ou quoi. Là, c'est vrai que de créer... j'ai vu aussi qu'ils veulent créer des espaces, un peu de détente où tu viens prendre un café, tu peux sélectionner tes options sur ton véhicule avant même de jaser avec le vendeur. Je pense que ça peut être une bonne idée. Parce qu'on a vu ça souvent dans l'industrie des constructeurs qui modélisaient, puis les images qu'on a, c'est des modèles, là, évidemment. Le concessionnaire du futur, on va avoir ci, on va avoir ça, on veut, puis c'est difficile quand on passe d'une image à l'expérience totale. Je pense, par exemple, chez Genesis, on voulait faire une expérience complètement différente et cette expérience-là était culturelle à la Corée du Sud et puis pour que Genesis puisse intégrer ça dans un modèle de concessionnaire sur le bord de la 440, c'est plus difficile. Ça a été quand même, somme toute, réussi quand on va chez Genesis, c'est quand même agréable. Mais qu'est-ce que les clients veulent réellement dans l'expérience d'achat d'un véhicule? Est-ce que c'est une expérience envoûtante ou avoir la bonne information, les meilleurs conseils, avoir l'heure juste sur les véhicules, sur les prix, sur les technologies, etc.
Je pense que si on faisait un sondage, je ne l'ai pas fait, mais si on faisait un sondage, on dirait... Mettez de côté les iPads puis les beanbags puis donnez-nous l'argent sur nos véhicules. Puis ça comme ça, mais c'est quand même intéressant pareil parce qu'il y a un juste milieu. Tu sais, quand on rentre dans une concession, nous autres, on dit tabarnouche, ça peut être drabe un peu venir acheter un véhicule neuf, tandis que là, si chez Subaru, on essaie de faire appel un peu à l'âme ou la personnalité de nos acheteurs, ça va pas être mauvais. Peut-être aussi s'inspirer un peu de l'industrie du luxe parce que si tu regardes chez BMW, par exemple, des cafétérias, des choses comme ça existe déjà depuis plusieurs années. Chez Porsche aussi, le côté on t'offre un café, asseyez-vous, etc. Peut-être qu'il y a une volonté aussi de rehausser un petit peu le service client et de s'approcher plus de ce que font justement les marques de luxe. Je pense que les gens seront pas tristes de se faire mieux traiter, entre guillemets, chez un concessionnaire, mais après, effectivement, est-ce que c'est ça qui est déterminant? Je pense que ça faut que tout le reste suive. Faut que tout le reste suive, oui, c'est ça exactement, je comprends. La Polestar 3. Cet utilitaire, le Polestar 3, en fait, cet utilitaire, on va dire suédois, mais assemblé aux États-Unis et sous propriété d'un conglomérat chinois, qui partage beaucoup de composantes avec le Volvo EX90. En fait, c'est pas mal assez assemblé au même endroit, de la même manière. Un véhicule qui reçoit certaines bonifications cette année. Un véhicule qui est dispendieux, mais qui offre quand même, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu dans le communiqué les codes d'autonomie parce que ça n'a pas été annoncé, mais on offrait jusqu'à 500 km d'autonomie dans le modèle longue autonomie, ce qui était quand même bien. Et on en promet encore plus avec une meilleure technologie de batterie. Beaucoup de performance aussi. Hein, on passe à une architecture de 800 volts. Donc, on va aller chercher une vitesse de recharge promise de 350 kW. C'est quand même une bonne... faut trouver la borne, mais c'est très bonne amélioration si on a la borne, exactement. 671 chevaux. J'aime moins ça, quand le modèle performance, quand on commence à parler des performances de ces véhicules-là, parce que qu'est-ce qu'on veut réellement, c'est les codes d'autonomie, c'est qu'est-ce qui est le plus déterminant. Polestar 3, ça allait déjà très bien de ce point de vue-là. C'était vraiment pas son défaut principal. Là. Magnifique. Pour avoir conduit il y a comme 2-3 mois, ça accélère déjà extrêmement fort, c'est déjà surpuissant. Il n'y avait pas besoin forcément de plus de puissance. Performance, précision. Hein, le véhicule est très agréable à conduire, il est beau à regarder. Le seul problème, c'est que le EX90 a beaucoup de problèmes en ce moment. Et puis, il partage beaucoup de composantes avec le Polestar 3. Je vois pas beaucoup de choses à propos du Polestar 3 en ce moment, des propriétaires. J'ai pas lu quoi que ce soit. Fait que peut-être qu'on est encore dans les mises à jour puis on apprend. Mais le EX90, c'est difficile. C'est un véhicule qu'on a... Dans les premiers temps, quand je l'ai essayé, nous autres, on avait de la difficulté avec les clés d'accès, les systèmes qui étaient pas prêts. C'est un véhicule qui était pas cuit, là, on veut dire. On avait sorti du four un petit peu trop tôt. Par contre, Volvo est quand même assez discipliné dans ses mises à jour en direct, mises à jour over the air, là, pour utiliser le terme anglophone. Et puis, on lit que certaines affaires s'améliorent très rapidement. J'ose espérer que ça va se poursuivre comme ça. C'est vrai que moi, le Polestar 3, j'ai eu quelques bugs aussi quand même en le conduisant. Effectivement, très sorti du véhicule, des fois, c'est un peu agaçant, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est quelque chose que... Mais moi, c'est plus... Pour moi, son principal défaut, en fait, c'est peut-être... Alors, il faudra voir s'ils vont le corriger. Je ne crois pas que ce soit prévu dans la mise à jour, mais c'est plus la petitesse de certaines informations marquées sur l'écran, le fait que tout passe désormais par l'écran. Ouais. Ça, puis des fois, ça demande genre 2 manipulations pour des choses qui sont très basiques. Mais ça, on connaît ça de chez Volvo depuis vraiment un bon bout de temps. Mais c'est curieux. Le système d'infodivertissement on a amené un système d'infodivertissement. Là, on a dit, on enlève tout ça. Je me rappelle pas, là, c'était Sense ou quelque chose comme ça, un des premiers systèmes d'infodivertissement. Je l'ai plus en tête non plus, mais oui. Ensuite, on a amené Google. C'était pas tout à fait fait. Là. Google a fait des améliorations, mais les commandes manuelles, les commandes plus analogiques, on les a toujours pas. Puis, comme tu dis, des fois, ça prend 2 ou 3 mouvements ou des sous-menus, en fait, pour aller pour les sièges ou pour la température ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, même l'heure, c'est écrit en tout petit en haut de l'écran, tu la vois pas. C'est niaiseux, mais c'est bien de savoir l'heure qu'il est, par exemple, dans ton véhicule. C'est vrai que même si t'écris petit, puis je me considère pas comme étant si vieux, mais si tu vois moins bien à un moment donné, peux-tu vraiment déchiffrer ça? Je pense que il y aurait peut-être quelques améliorations à faire de ce point de vue-là, mais j'aurais pas commencé par le moteur, je crois, pour les améliorations. Voilà. Tout de même, un bon véhicule qu'on a aimé conduire jusque-là, le Polestar 3. J'espère que ça va continuer comme ça. Du côté de chez Lexus, en fait, la LS... En fait, la LS, c'est celle qu'il y a 35 ans de ça, je parle au Canada, qui a pénétré le marché canadien avec la LS 400. Avec la manière, en plus. Ah oui, puis un luxe qui était complètement inédit. Là, on a instauré
une espèce de culture qui a été copiée un peu partout après, mais qui voulait rivaliser avec des constructeurs américains, des constructeurs allemands. Et puis, la Lexus LS, on ne l'aura plus dans le catalogue là, à partir de maintenant. Il faut dire aussi que c'était pas un succès commercial gigantesque non plus. C'est une voiture qui est devenue anecdotique en termes de vente. À la défense de Lexus, là, c'est... Après, les grandes berlines de luxe se vendent beaucoup moins bien désormais que les VUS, on le sait tous. Mais là, quand même, moi, j'ai regardé les chiffres avant d'entrer en onde. C'était 2 ventes au Québec l'année passée et 28 au Canada. Oui, 28 en 2024, exactement. On est quand même sur... Vraiment 2 personnes qui ont acheté une Lexus LS au Québec. OK. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de gens et pas beaucoup de gens à la fois. C'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que tu te dis, c'est pas un véhicule que tu vas aller chercher comme ça. Il n'est pas tellement publicisé non plus par Lexus en vérité. L'accent est davantage mis sur les RX, sur les NX. Aujourd'hui, la LS, elle est plus... La grande berline de luxe, là, c'est sur ses derniers kilomètres, derniers milles. Puis, c'est un peu triste, pareil. Bon, on a fait une édition spéciale pour 2026, évidemment, là, qui va un peu sonner là, la fin de cette berline-là au catalogue. Et 5 exemplaires. Oui, et en 5 exemplaires. On ne prend pas trop de risques. Les deux qui en ont acheté au Québec, il y en a déjà 2, donc peut-être on peut trouver 50 personnes pour les acheter. Ça peut être intéressant, mais quand même difficile de voir à chaque fois, un peu comme les familiales, les grandes berlines. Puis on le sait pourquoi, c'est logique. Hein? C'est pas des véhicules qui sont intéressants sur plusieurs points. C'est plus pour des nostalgiques et des amateurs de modèles spécifiques. Là. Sûrement un public plus âgé aussi, probablement. Oui, évidemment. Au retour, on revient avec une entrevue avec M. Roger Champoux du groupe Touchette pour parler de pneus d'hiver. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Les pneus d'hiver, c'est obligatoire au Québec, hein, comme vous le savez, du 1er décembre au 15 mars, les pneus avec le flocon et la montagne, comme on les appelle. Puis pour parler de pneus, parce qu'on arrive là, dans la saison, en fait, on commence à penser à ça aussi. Vous n'avez pas déjà débuter à commencer à penser à ça, il faudrait le faire parce que c'est important. Et pour en parler, on reçoit M. Roger Champoux, vice-président du groupe Touchette. Bonjour, M. Champoux. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. À travers les dernières années, on a eu la COVID-19, des pénuries de composantes automobiles, de pneus. On a eu des pénuries de pneus de véhicules électriques. Comment ça va en ce moment dans l'industrie du pneu? Ça va mieux. On croyait après la COVID-19 qu'on était sorti du bois, puis qu'on aurait peut-être plus un smooth sailing pour les années à venir. Malheureusement, avec qu'est-ce qui se passe en bas de la frontière, c'est sûr que ça a amené certains challenges au niveau des tarifs. Pour donner une idée, évidemment, tout ce qui est produit aux États-Unis, il y a différents manufacturiers de pneus, pas nécessairement plus un en particulier que l'autre, parce que la plupart ont des productions, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie. Mais on a environ, nous autres, 15% de tous les pneus qu'on distribue au Canada qui sont produits aux États-Unis. Donc, ça l'a apporté un peu un casse-tête pour s'assurer de trouver des options, que ce soit faire entrer les pneus plus tôt. C'est ce qu'on a fait beaucoup. Donc, ça a créé des enjeux d'espace à travers notre réseau de 48 entrepôts à travers le Canada. Évidemment, oui. Mais on s'en sort quand même bien parce que dans le fond, on a une responsabilité, nous autres, envers tous les clients et évidemment les consommateurs, de s'assurer que les pneus soient disponibles. S'il y a certains modèles en particulier qui sont produits aux États-Unis, puis qu'on le sait que éventuellement on va avoir potentiellement des limitations de distribution, mais là, il faut trouver des options pour s'assurer que le consommateur soit capable d'avoir un fitment qui est pour son véhicule. Évidemment, vous dites 15% qui viennent des États-Unis. Généralement, les pneus, ça vient de où, là, chez vous? C'est le 85% environ, là, approximativement, de où? Bonne question. J'ai pas les pourcentages exacts, mais les productions dans les dernières années, surtout suivant la COVID, il y a eu beaucoup de mouvements parce que, tu sais, un pneu, la façon que c'est produit, c'est un moule. Donc, un moule peut être déplacé d'un pays à l'autre. Ouais. Tu sais, selon le modèle, on en a, tu sais, moi, je viens de la région de Joliette, on a Bridgestone qui produit des pneus très près de Montréal, ce qui est super. Il y a Michelin qui produit dans les provinces de l'Atlantique. Mais c'est vraiment partout en Indonésie, en Asie, en Chine, évidemment.
évidemment, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe aussi, dans plusieurs pays de l'Est, il y en a en Allemagne, il y en a en France, parce que les grands manufacturiers, disons les 5 grands manufacturiers, que ce soit Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, ils ont dans le fond, de la production partout à travers le monde. Avec les coûts de transport, souvent les manufacturiers essaient de se rapprocher des marchés importants. Comme tu sais, souvent on me pose la question, c'est lesquels pneus qui sont en grosse majorité qui sont produits aux États-Unis? Ben c'est des pneus de VUS parce qu'on sait que le plus gros marché de VUS est aux États-Unis. Donc c'est certain que les manufacturiers se sont rapprochés des marchés parce qu'évidemment ça réduit des coûts de transport, puis aussi des délais, comme on dit, de s'assurer que les pneus arrivent, le time to market, qu'ils soient rapides. Ouais. Donc c'est vraiment, j'ai pas de pourcentage exact, mais c'est vraiment il y a une production globale. Exact. Mais là on parlait de tarifs tantôt, évidemment, les prix ont augmenté des pneus à cause de cette situation-là politique avec les États-Unis, parce que si on fait beaucoup appel là, au marché américain pour importer les pneus, j'imagine que ces pneus-là sont plus dispendieux. Oui, il y en a eu, mais pas autant que lorsqu'on a vu pendant la COVID, lorsqu'il y avait des limitations de production, puis aussi il y a eu aussi dans le fond une disruption globale de supply chain à travers toutes les catégories de produits, dont aussi les matières premières des pneus. Ça a amené des grosses augmentations de prix. On a vu des quelques augmentations de prix, puis les manufacturiers, certains se sont positionnés, ils ont regardé, on a certains SKU qui vont nous coûter plus cher à exporter dans certains pays, donc ils ont fait des petites augmentations globales. Je pense qu'on est revenu un peu à une normale ou une normalité en termes d'inflation annuelle. Mais rien comme on a vu évidemment pendant la COVID. D'accord. Vous faites beaucoup de planification, évidemment. Hein, vous avez beaucoup d'entrepôts. Qu'est-ce qui est les tendances en ce moment? Parce que quand vous planifiez pour vendre des pneus d'hiver, évidemment, vous vous fiez aux tendances du marché, aux ventes de véhicules. Vous avez toutes sortes de données qui sont colligées pour être capable de planifier vos commandes. C'est quoi les tendances actuelles? C'est sûr que dans notre planification des achats, on regarde toujours les ventes historiques, mais il y a toujours des produits particuliers qui sont à la hausse ou d'autres produits qui sont à la baisse. Ce qu'on a vu dans les dernières années, puis si vous le voyez au Guide de l'auto, vous présentez beaucoup de nouvelles voitures, puis la tendance, évidemment, c'est les grandeurs des pneus ou des roues qui c'est fou. On voit le nouveau Cadillac IQ qui rentre, je pense, de série avec du 24 pouces. Ouais. Si on recule de 10 à 15 ans, c'était du 16, du 17 pouces. Maintenant, c'est du 18, 19, 20, 21 pouces. Donc, nous, on regarde évidemment beaucoup les introductions de nouvelles voitures. On est en contact parce qu'on a beaucoup d'ententes avec les manufacturiers automobiles. On travaille de très près avec eux pour avoir le plus d'intel possible, à savoir quels véhicules qui vont rentrer au Canada, puis en combien de quantités, puis dans quelle région. On prend ces données-là pour ajuster nos forecasts en conséquence sur certaines marques. Ouais. Évidemment, on le sait que l'électrification aussi amène une autre complexité. L'homologation aussi, comme vous savez, là, il y a le MO pour Mercedes, Starproof pour BMW, POL pour Polestar, VOL pour Volvo. Ça avec, parce qu'il y a beaucoup de pneus qui sont développés particulièrement pour des voitures. Donc, on doit s'adapter pour s'assurer qu'on ait ces pneus-là en stock, parce que encore une fois, c'est notre responsabilité comme distributeur. Nous, on est entre le manufacturier et les installateurs pour s'assurer que les pneus soient disponibles. Parce qu'évidemment, oui, il y a ces homologations-là. Quand vous conseillez vos clients pour acheter des pneus, parce que si moi, par exemple, je suis un client qui ne connaît pas beaucoup ça, je viens de m'acheter je me suis acheté un véhicule électrique, j'ai besoin d'un ensemble de pneus d'hiver, je vais rentrer chez vous. Comment que vous conseillez ce client-là les étapes? Vous regardez son véhicule, vous regardez les homologations, vous lui conseillez une certaine pneumatique sous certains critères. Ça fonctionne comment? Absolument. Absolument. À la base, c'est toujours de bien qualifier. Puis ça, c'est souvent plus le travail des ateliers, mécaniques ou des revendeurs de pneus ou des concessionnaires. Ouais. Parce que nous, notre business, elle est plus, de business à business, B2B, comme on dit. Mais, dans le fond, c'est important de bien qualifier l'utilisation du véhicule, du consommateur. Est-ce que le consommateur a un chalet? Il monte, que ce soit en Estrie ou au Mont-Tremblant tous les week-ends? Quel type de conduite il fait? Combien de kilomètres il va faire par année? Est-ce que vous avez un deuxième véhicule ou pas? Pour,
dans le fond, par la suite, dire est-ce que le budget pour vous, c'est important? Il y en a qui disent non, moi, je veux pas, dans le fond, lésiner sur la sécurité. Puis, à partir de là, ben là, on peut conseiller un pneu qui soit peut-être plus glace, plus neige. Est-ce que vous avez besoin des pneus cloutés? Les gens, ils pensent pas à ça, mais on a quand même des ventes intéressantes de pneus cloutés au Québec, même à travers le Canada. Ouais. Donc, c'est de bien qualifier quelle sera l'utilisation et aussi quel type de véhicule. C'est un véhicule de luxe, c'est un véhicule électrique. Vous le savez, les véhicules électriques sont plus pesants, beaucoup plus de torque et évidemment, la douceur de roulement, la friction puis le bruit aussi est important. Fait qu'à partir de là, c'est là qu'on va diriger le client vers une option que ce soit un tiers 1, comme on appelle, évidemment les produits top qualité, ou peut-être si quelqu'un dit, ben écoutez, moi, point de vue budget, un Michelin ou un Bridgestone ou un Pirelli, je trouve ça un petit peu cher, on aimerait avoir d'autres options un petit peu plus économiques. Là, on peut aller vers potentiellement un Toyo, un Yoko, des options de tiers 2. Okay. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de bien qualifier l'utilisation de la voiture pour, par la suite, mettre la bonne application sur le véhicule. Puis, encore une fois, là, on parle de pneus d'hiver, mais aussi dans les remplacements de pneus. Mais c'est sûr que les homologations, c'est des pneus qui ont été, dans le fond, produits et designés pour la voiture. Fait qu'habituellement, il y a eu beaucoup d'R&D qui a été fait. Puis, nous, on suggère de dire, si le véhicule est venu avec un produit X, c'est bien de rester dans le même produit. Évidemment. On a vu, nous autres, au Guide de l'auto, puis dans l'industrie automobile, la grande ascension technologique du côté des manufacturiers automobiles chinois. Je parle des marques comme BYD, Xpeng. On est très impressionnés par l'assemblage de ces produits-là qui ont évolué d'une manière fulgurante sur tous les plans. Est-ce que du côté du pneu, le stéréotype des pneus chinois qui étaient de moins bonne qualité, est-ce que ça tient toujours, ça, ou ça a été révolu, là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des grands manufacturiers produisent en Chine. Donc, pas parce que c'est produit en Chine que nécessairement c'est un produit qui est pas de qualité. La différence, c'est que souvent, les gens associent les pneus chinois comme étant des pneus de moins bonne qualité. La raison, c'est que souvent, les marques qui sont chinoises, produits en Chine et vendues, exemple en Amérique du Nord, c'est des produits qui sont de très entrée de gamme, des produits que vous allez avoir à moins de 100 $ par pneu. Souvent, c'est des vieux moules, c'est des vieilles technologies qu'ils utilisent parce qu'évidemment, si on veut vendre un pneu à bas prix, c'est souvent le même coût de production, c'est le même coût de transport pour l'amener dans le pays. Fait qu'il faut qu'il y ait évidemment des concessions à quelque part. Fait que souvent, c'est évidemment des plus vieilles technologies, des matériaux un peu moins de qualité, de la silice, il y a beaucoup de produits qui viennent de produits de base qui viennent dans un pneu. Fait qu'il faut qu'il y ait des concessions faites. Donc, c'est certain que moi, quand mes amis me demandent, j'ai besoin de pneus pour mes voitures, dépendamment de l'utilisation, c'est rare que je vais les conseiller d'y aller dans des pneus d'entrée de gamme parce que je pense que la sécurité, on paie 40, 50, 60, 70 000 $ pour une voiture, mais on veut sauver 65 $ pour des pneus. Disons que la rhétorique, la logique n'est pas là. Fait que moi, je suggère absolument d'y aller avec un produit plus de qualité, surtout l'hiver. Oui. Les gens sont loyaux à des marques de pneus parce que je parlais avec mon collègue en émission, on parlait de Subaru, de marques très implantées dans le domaine de l'automobile. Est-ce que les gens reviennent, selon vous, là, quand on achète du Pirelli, on garde le Pirelli, ou est-ce qu'il y a eu des gros changements dans les qualités de ces pneus-là qui ont fait que les acheteurs ont changé de marque? C'est quoi un peu là, le pouls sur le terrain au niveau de la loyauté? Non, absolument. Il y a de la loyauté pour certaines marques. Moi, j'ai des amis, ils disent, bon, moi, j'achète juste du Michelin, je vais rester avec du Michelin. D'autres, c'est du Bridgestone. D'autres, c'est du Pirelli pour, exemple, ceux qui sont peut-être pour des pneus plus de performance. Oui, cependant, disons que le côté, la complexité de la catégorie qu'on appelle la complexité du pneu, souvent, les gens disent, oui, j'aime bien une marque X, mais ils vont écouter leurs conseillers, que ce soit dans un atelier indépendant ou un concessionnaire. Ouais. Et puis, je dirais, moi, dans 75% du temps, 80% du temps, si l'expert du pneu conseille au client une différente marque, une différente application pour sa voiture, souvent, la personne va dire, pas de problème, je fais confiance, je vais y aller. Donc, oui, il y a des moi, je dirais que c'est plus
souvent les ateliers mécaniques ou les concessionnaires, les gens qui sont là à vendre des pneus qui ont plus de facilité ou que leur cœur est avec une marque en particulier, puis c'est ce qu'ils vont vendre, c'est ce qu'ils vont pousser aux clients. Mais nous, on a des centres de détail qui sont un peu comme nos laboratoires parce qu'on travaille évidemment 98% de notre business, c'est la distribution, du wholesale. Mais vous avez des magasins, des centres de détail. C'est ça, donc ça nous donne l'opportunité de tester nos recettes, puis je veux dire, on a eu des changements de marque à travers les années, parce que bon, le groupe Touchette existe depuis plus de 40 ans, donc puis on n'a jamais eu la difficulté. Si quelqu'un rentrait et dit, moi, je veux cette marque-là, puis finalement de lui vendre une autre marque parce que c'est une bonne application pour la voiture, c'est rare que le client va dire, non, moi, je suis tatoué seulement une marque, puis je suis pas ouvert à essayer quelque chose d'autre. Ouais, je comprends. Le groupe Touchette, vous êtes le plus gros distributeur là, de pneus, si je me trompe pas, dans notre coin, évidemment. Vous avez des grands plans d'expansion. Dernièrement, vous avez ouvert des entrepôts Saguenay, Québec. C'est quoi qui... pour quelle raison vous avez choisi ces endroits-là spécifiquement? Puis aussi, dans vos plans d'expansion futurs, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'entreprise et comment ça s'inscrit dans un nouveau contexte politique là, avec les tarifs qu'on parlait au début, si ça parle de distribution, mais aussi de prix pour être capable de subvenir aux besoins là, de vos clients puis de la population en général qui achète des pneus d'été, des pneus d'hiver, des pneus de toute saison, etc. Absolument, oui. Écoutez, Groupe Touchette, on a 48 centres de distribution d'un océan à l'autre. Évidemment, on a le réseau de distribution le plus grand au Canada. Disons qu'on a fait beaucoup d'acquisitions, puis notre croissance aussi a passé au niveau organique. Donc, il y a des marchés que ça fait plus de 40 ans qu'on est, comme dans le Grand Montréal, parce que la famille Touchette a commencé dans le Grand Montréal ici. Par la suite, on a commencé à prendre de l'expansion en Ontario, à Vancouver. Puis là, par la suite, il y a eu beaucoup d'acquisitions qui ont été faites pour finalement on est le plus gros distributeur au Canada. On a beaucoup d'ententes aussi avec des manufacturiers automobiles qu'on gère leur programme de pneus. Évidemment, ce qui est important pour nous, puis ça a toujours été, c'est d'amener une plus grande accessibilité des produits de pneus finalement aux consommateurs. Parce que les manufacturiers ont de moins en moins de réseaux de distribution. Eux, c'est des spécialistes finalement pour bâtir, produire les pneus. Puis nous, dans le fond, on est la courroie d'entraînement entre les manufacturiers et les ateliers mécaniques pour livrer ces pneus-là. Disons qu'on a, dans les 15 dernières années, puis ça va faire 16 ans que je suis avec le groupe Touchette, on a passé de 2 centres de distribution à 48 centres de distribution. Puis c'est sûr qu'on a priorisé les grands centres en premier. Nicolas Touchette et Frédéric Boutier ont toujours eu, qui sont les deux propriétaires de l'entreprise, ont toujours eu comme dans le fond mandat de dire, nous, on veut couvrir 95% de la population canadienne. Puis on le sait qu'on n'a pas la densité qu'on a aux États-Unis. Donc, ça a toujours été. Fait que c'est avec ça qu'on a priorisé les grands centres, que ce soit Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, l'Ontario, évidemment, qui représente 33% du marché de pneus au Canada. Le Grand Montréal, on est ici depuis longtemps, et les provinces de l'Atlantique. Maintenant, notre deuxième phase de croissance, c'est plus, on appelle ça les régions. Donc, Québec, on est parti de 65 à 100 000 pieds carrés. J'arrive à l'instant de Québec, on a eu notre ouverture de l'entrepôt hier. Et le Saguenay aussi, on est passé de 25 à 65 000 pieds carrés. Donc, évidemment, ça s'inscrit, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ces marchés-là, mais lorsqu'on arrive à une certaine maturité, mais là, on peut se permettre de faire les investissements, que ce soit parce que à Québec, c'est notre building, c'est notre division de real estate qui a fait qu'on a bâti l'entrepôt. Donc, on s'implante de façon solide à long terme. Donc, dans le fond, pour les années futures, on va continuer à développer notre réseau, puis aussi la technologie. C'est les infrastructures, c'est une chose, les inventaires, c'est une chose, évidemment, les talents. On a 1800 employés. On essaie de s'entourer de personnes très talentueuses pour s'occuper de nos clients. Puis aussi, les investissements en technologie. Vous savez, maintenant, la demande de la clientèle sont difficiles. Ils veulent la facilité d'un Amazon de ce monde, d'un Shopify de ce monde. Donc, nous, même si c'est du B2B qu'on fait, il y a des gros investissements qui sont faits en technologie pour, dans le fond, amener une facilité pour le client pour mieux desservir son client. Puis la rapidité aussi d'accès aux produits. Comme vous savez, il y a une complexification
il y a de plus en plus de SKU. Donc, c'est important pour nous de faciliter ce travail-là pour les ateliers et les concessionnaires. Ultimement, pour que les clients arrivent, s'ils soient à l'avance ou à la dernière minute, à avoir un pneu d'hiver pour être capable d'être à temps pour le 1er décembre. J'imagine que vous avez déjà vos pneus d'hiver et vous êtes prêts pour la saison. Oui, en fait, j'ai mes rendez-vous de prix. C'est cordonnier mal chaussé, mais les rendez-vous de prix pour les voitures. Mais non, j'ai pas encore mes pneus d'hiver sur ma voiture et que je devrais une tape ses doigts, mais les rendez-vous sont pris pour les installations. Mille merci, M. Champeau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le guide de l'auto. Julien, cette semaine, tu as été dans le coin de l'Ontario, dans la ville de Bobcaygeon. Bobcaygeon, qui est également le nom d'une chanson de Tragically Hip que j'aime beaucoup. Mais pas pour écouter un concert de Tragically Hip, mais bien pour conduire des véhicules Jeep dans leur habitat naturel, on va se le dire, dans la boue et dans les roches. Ouais, j'étais assez content parce que c'est pas tout le temps le cas. On n'a pas toujours l'occasion, même pour les lancements. Et là, en fait, Jeep voulait aussi remettre un peu un coup de projecteur sur ces véhicules-là. Ouais. On les comprend, c'est pas facile en ce moment. Ouais. Et tout en nous annonçant donc les fameuses baisses de prix, notamment du Gladiator pour le 2026. Oui, qu'on parlait tantôt, oui. On a pu aussi donc mettre à l'épreuve des Gladiators, des Wrangler à essence, Wrangler 4xE et les Wrangler 2 portes. Donc on avait tous ces véhicules-là dans les roches et dans la boue. En plus, il avait plu abondamment la veille au soir, ce qui était une bonne nouvelle d'un côté pour nous autres. Moi, je me dis tant mieux, ça va rajouter de la difficulté. Mais c'était intéressant parce que on pouvait conduire 2 véhicules chacun. Et après ça, moi, comme j'étais avec nos confrères québécois et ontariens, on avait la possibilité aussi de voir les véhicules en action quand même. Donc moi, j'ai décidé que j'allais prendre vraiment les deux bouts du spectre. Donc j'ai commencé avec le Gladiator, le plus long et le plus grand, et j'ai fini avec un Wrangler 2 portes, un Willys 2 portes. Donc au moins là, j'étais vraiment d'un bout à l'autre, on a vraiment pu évaluer ça, mais oui, c'est intéressant, vraiment intéressant. Ouais. T'as-tu évidemment, Jeep est reconnu pour les capacités hors route. Ça a toujours été le cas. Moi, ça a été mon premier véhicule, un Jeep YJ 95. Okay. Pas de toit, pas de porte, là, évidemment. Mais dans les sentiers, ça a toujours été... on va dire pas la meilleure... Il y a beaucoup de technologies qui sont très compétentes dans le domaine, mais il y a toute une communauté derrière la marque Jeep, derrière le Wrangler. Hein, quand on se croise en Jeep Wrangler. C'est ce que j'allais te dire, le salut des propriétaires. C'est le salut des propriétaires. Fait que, comment que tu vois que ça a évolué à travers les années, cette technologie-là? Parce que, veux pas, le Jeep, maintenant, il y a un plus gros écran, il y a plus de technologie. Moi, je me rappelle, il fallait que je force la boîte avec toutes les manuellement là, pour être capable de mettre mon 4 lots, puis etc. Fait que maintenant, c'est rendu très évolué. Là. Ouais, ta gamme basse, il faut encore appuyer un peu fort. Hein, c'est encore un peu dur. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est devenu beaucoup plus facile. Puis tu as aussi tes barres anti-roulis que tu peux directement désactiver à l'aide d'un bouton. Oui, ça clignote, ça te dit ça y est, c'est fait. Enfin, tu descends plus pour verrouiller tes essieux ou quoi avec ta grosse clé comme tu faisais dans les années 80. C'est fini tout ça. Donc tu facilites la vie quand même. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours impressionné d'à quel point ces véhicules-là sont capables. Sincèrement, t'as beau te dire, oui, mais on sait, ils sont bien équipés, les gammes de vitesse, la garde au sol qui est élevée, tout ça, très bien. Mais en vérité, la seule chose qu'ils ont faite pour l'essai, c'est qu'ils avaient baissé la pression des pneus quand même. Ouais. C'est logique, pour avoir plus d'adhérence. Mais mis à part ça, t'arrives dans des endroits qui sont vraiment en pente. Et même là, tu te dis, ouais, quand même, c'est haut, là. Là, quand même, c'est intense. Et ça passe facilement. Ouais. C'est ça qui est fou. Puis on avait aussi, tu sais, les guides avec nous, les spotters, qui te disent à gauche, à droite, monte, attention à telle roche, telle affaire. Et en fait, c'est facile. Bizarrement, c'est facile, tu sais. C'est un peu fou. Puis, alors, on n'avait pas de boîte manuelle. On n'avait que les automatiques. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, probablement, aussi chez Jeep. Pour pas qu'il y ait une personne qui stalle, puis que ou une boîte véhicule reste pris. Puis ou un embrayage à changer à la fin de la journée, pour certains, peut-être aussi. Ils n'ont pas voulu prendre de chance. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et par contre, tu vois des vraies différences. Par exemple, avec le Gladiator, comme il est plus long, t'as quand même tes plaques de soubassement, tes skate plates là, qui frappent quand même. Tu sais, des fois, ça grince un peu. Quand tu passes sur la roche, t'es comme... Et c'est drôle parce que... Fait que le Gladiator, oui, il y a le Gladiator, mais le Wrangler... Il est long, donc il frotte plus. Il frotte plus, mais aussi, il y a le Wrangler... Le 4xE. Le 4xE est plus bas. T'as 5 cm de garde au sol en moins. 5 cm? Ouais. Ah oui, je pense que c'est pas partout dans le véhicule. Je pense qu'ils ont pris le point le plus bas. Mais la batterie, il faut bien la mettre quelque part aussi. Exactement. Et tu le voyais aussi, il frottait... Il était juste en avant de moi, en plus, donc je le voyais bien. Et il y avait un Sahara régulier devant. Et en fait, le Sahara passait facilement et souvent, il y avait quelques petits bruits aussi avec le 4xE. Donc, tu vois qu'il y a quand même une différence. Et effectivement, je pense...
Mais certains conducteurs aussi qui l'ont eu m'ont dit à la pause du dîner que c'était plus difficile de doser l'accélération avec le moteur électrique. Et en fait, il y en a aussi qui l'ont désactivé, qui ont mis, OK, on va mettre l'essence 100%, puis on va le mettre vraiment dans le mode uniquement essence pour qu'on ait plus l'électrique. Ouais. Parce qu'apparemment, c'était plus perturbant pour conduire. Perturbant. Ouais. Comme la réponse de l'accélérateur étant différente. Oui. Et que si tu accélères plus fort, le moteur à essence peut embarquer après. Ça gênait un peu dans le franchissement à très basse vitesse. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. Dans la transition, qui est un petit peu moins adaptée. Et c'est vrai que c'est un exercice très spécifique aussi. Faut le souligner. Mais oui, effectivement. Okay. Et, on a quelques fois eu besoin juste de le passer en mode manuel et de forcer la première vitesse pour vraiment monter. Mais globalement, même des fois, tu te mets ça en drive, tu montes et ça monte. Là. Ah oui, évidemment. Puis le 2 portes, alors par contre, lui, c'est un acrobate, là, sincèrement. Il est moins stable, il bouge plus, de gauche à droite, puis des fois, tu as une roue qui lève un peu. Ah ouais, autant dans les sentiers que sur la route, là, quand on compare un Gladiator. Puis mais par contre, celui-là, en plus, avait les roues 35 pouces optionnelles. Et tu grimpes aux arbres avec ça, littéralement. Là, c'est fou. Là. Sincèrement, là, ça touche pas. Là, tu peux passer au-dessus des roches, n'importe quoi, tu grimpes. Les roches, même tes grasses mouillées, là, tu montes là-dessus. Tu mets ça, même en première, c'était même pas forcément nécessaire. Ouais. Puis des fois, c'est très en pente. Tu dis, oh là, même la descente, ça va être intense. Puis en fait, ça descend facilement. C'est toujours aussi impressionnant, en fait, ces véhicules-là. On a beau se dire, on sait que c'est technologique, on sait que ça fonctionne bien. Quand tu es sur place, tu dis, oh oui, quand même, c'est fou. Les technologies comme les caméras, tout ça, est-ce que ça a intégré la gamme pour le hors-route? Souvent, ça aide un peu quand même. On a des technologies qu'on peut voir à travers le capot, par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les sentiers. Ça, j'ai conduit plusieurs véhicules de d'autres marques qui étaient équipés de ça. C'est quelque chose, des technologies auxquelles que tu t'es fié. Oui, c'est utile quand même. Puis le Gladiator, ce qui est bien, tu as aussi une petite buse pour nettoyer en fait, la caméra si elle est sale. Ben, c'est quand ça. Tu roules dans la boue. On l'a testé avec mon collègue, on en a appuyé. Puis effectivement, ça te jette ça, puis hop, tu revois impeccabement. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'effectivement, quand t'as pas nous, on avait les spotters, fait que ça aidait beaucoup. Mais si tu les as pas, c'est bien de voir où est-ce que tu mets les roues parce que si t'as des gros rochers ou des choses un peu coupantes, ou si tu rentres quelque part et que tu commences à poser un petit peu trop ta voiture ou que tu la cognes vraiment fort ou ton essieu arrière, il y a beau avoir des protections, faut pas exagérer quand même, là, c'est pas indestructible. Il y a d'ailleurs eu une personne qui a fait débarquer un shaft en bon québécois. Ah ouais. Ça arrive. Alors, ça arrive. Ça peut arriver parfois. Ça a tapé sur une roche en dessous, puis il a débarqué. Ils l'ont emmené avec un treuil. Ce qui montre aussi l'efficacité des treuils. Ouais, évidemment. Impressionnant ça aussi d'ailleurs. OK. Ah ben écoute, la gamme Wrangler et Gladiator qui ont eu des baisses de prix, mais toujours aussi compétents en route. On va leur donner ça toujours. Chez Jeep, on veut en vendre. Là, parce que là, il y a un vrai effort. Il y a une vraie volonté de récupérer des ventes. C'est ça, exactement. Donc, si vous voulez vous faire saluer sur la route avec ces véhicules-là, c'est le bon véhicule pour faire ça. Là, tu as essayé un véhicule qui n'a rien à voir. Écoute, je vais dire, ça coûte quasiment le prix d'un scandale gouvernemental au Québec. C'est pas autant que ça, parce que les scandales coûtent très cher chez nous. La Lamborghini Revuelto. Là, on est ailleurs, complètement. Écoute, on commence par le prix, là, mettons, là, juste pour mettre en contexte. Mettons en contexte. Même moi, ça m'a donné un peu le vertige. Hein. Je ne suis que journaliste automobile, je suis pas banquier. Et ça coûte 699 000 $ prix de base. Et la voiture que nous, on avait, qui était vraiment recouverte d'options, on était à 870 000 $. Wow! Auquel il va falloir ajouter une taxe puis une taxe de luxe. Ouais, évidemment. Donc je pense qu'on peut on passe probablement le million assez facilement. Ça donne un peu le vertige, ce genre de véhicule. Ça t'impose un peu de retenue aussi quand tu conduis ça parce que. Ouais, évidemment. C'est pas une Micra à 6000 là, on s'entend, c'est quand même cher, puis tu veux pas qu'il arrive de quoi, puis même quand tu suis, tu sais, les gens sur l'autoroute, t'as juste peur qu'il y ait une énorme roche qui vienne frapper ton pare-brise ou t'as un camion en arrière de toi, il est un peu proche, je crois. T'es plus encore intéressé à ce que font les gens autour de toi que d'habitude. Donc, la Revuelto, on parle d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable, V12 de 6 litres 5 atmosphérique, avec moteur électrique, boîte à 8 rapports à double embrayage. Avant, c'était une 7 rapports simple embrayage dans la Ventador sortante. Maintenant, ça a changé. Et surtout, en fait, ils ont modifié la position du moteur. En fait, avant, tu avais le moteur et la boîte qui pointaient vers l'avant de la voiture, qui rentraient dans le châssis directement. Et aujourd'hui, en fait, le moteur est vraiment collé à la cloison directement, donc pour le poids soit mieux réparti. Et il y a tout le système, en fait, différentiel, boîte de vitesse, moteur électrique qui se trouve à l'arrière du V12. Donc ça, là, on voit, pour ceux qui nous voient à la télévision, on voit les commandes et le moteur électrique avec les commandes orange, là, les câbles. Et donc, c'est quand même une sacrée pièce de machinerie. Là, évidemment.
Bon, je te parlerai pas d'autonomie tout électrique parce que... Je peux te la donner. C'est 8 km. 8 km. Et j'ai fait, moi aussi, 8 à 10. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est une hybridation au service de la performance, on va dire ça. J'ai eu l'occasion de conduire quelques Lamborghini dans ma carrière. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et j'ai toujours été impressionné par la conduite tolérante chez Lamborghini, avec des modes de conduite à n'en plus finir. C'est une roulette interminable. Par exemple, si on regarde chez Porsche, souvent on a Sport Plus, puis normal et Rain. Là, si jamais tu as un véhicule dans la gamme GT, c'est ça. Mais chez Lamborghini, on met là, vraiment le paquet pour essayer, avec raison, d'accommoder ce véhicule-là pour les gens qui conduisent ça c'est à Sainte-Catherine, sur le pont Jacques-Cartier. Ceux qui veulent flasher un peu. Oui, puis fait que c'est une conduite qui est, je vais pas dire sans compromis parce qu'il y a des compromis physiques avec le véhicule, mais c'est quand même très tolérant. C'était pour moi difficile de me mettre dans le trouble là, avec ce véhicule-là sur la piste. Moi, j'ai été très impressionné parce que j'ai démarré avec la voiture et je me suis dit, puisque je démarre et je sors de chez le concessionnaire, je vais directement la mettre la plus permissive. Donc, je mets vraiment genre mode hybride, électrique, tout vraiment le plus souple. Et en fait, c'est très facile à conduire. C'est très étonnant. Et c'est même plutôt confortable, en fait, bizarrement. Et c'est ça que je voulais savoir. C'est là où les suspensions adaptatives font tout. C'est qu'en fait, tu roules avec ce véhicule-là et nos routes sont quand même vraiment pas les plus belles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, le confort de suspension est plutôt bon. Sincèrement, il y a des véhicules sportifs qui sont plus fermes que ça. Une Civic Type R, c'est bien plus ferme que ça. En mode confort, là, pour en mode confort, exactement. Pour la Revuelto. Il y a aussi en fait, dans chaque mode de conduite, tu peux en plus faire soit soft, soit hard. Donc, soit dur, soit souple pour la suspension, relié à chaque mode. Donc, c'est un peu une usine à gaz, leur affaire, là. Mais par contre, à l'inverse, quand tu la mets effectivement en mode sport, ça commence à se raffermir pas mal. Et quand tu es en mode Corsa, donc course en italien, ou Corsa sans aucune aide à la conduite, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas fait ce mode-là. En plus, il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait pas mal. C'était pareil, la route bien grasse, mouillée de même. Là, on va peut-être pas tout de suite rouler un char de 1000 HP sur des routes un peu pleines de sable et tout ça, avec de l'eau. Là. On va pas prendre de chance. Évidemment. Donc j'ai fait de Corsa régulier, mais j'ai pas enlevé toutes les aides. Là, je trouve pas ça nécessaire de prendre ce risque-là. Surtout vu le prix du véhicule. Mais je suis sûr qu'en mode Corsa, pareil, moi, les Lamborghini que j'ai conduits, c'est plus ferme, mais il y a une espèce de tolérance. Il y a encore l'ange gardien, si on veut, pour essayer de sauver votre investissement. Oui. Puis je te dirais, avec 1000 chevaux, là, tu as des performances qui sont vraiment... C'est hallucinant, sincèrement. Des fois, on dit, on emploie toujours des superlatifs, à dire c'est incroyable. Mais là, quand même, sincèrement, quand tu as 1000 chevaux, on passe vraiment au-delà de la barre psychologique. C'est vraiment un véhicule qui est très performant. Le problème, c'est qu'il est performant pas longtemps parce que c'est tellement puissant et ça va tellement bien qu'il faut tout le temps que tu regardes ton compteur parce que sinon, tu vas te retrouver dans le trouble toi aussi, mais pas avec la voiture, avec les policiers. Donc, il faut quand même vraiment faire attention à ça. Et c'est vrai que je me suis quand même dit, c'est à la fois une voiture incroyable, mais aussi très frustrante sur la route. Parce qu'au final, tu peux pas vraiment l'utiliser. Elle est tellement facile, ça va tellement bien. Tu vas en utiliser 15-20% de cette auto-là, pas plus. Je pense, et d'ailleurs, j'invite les gens qui ont les moyens de s'acheter ce véhicule-là à aller sur une piste, en fait. En tremblant, vu le bruit qu'elle fait, ça marchera pas non plus. Ou alors, faut mettre un gros silencieux derrière parce que c'est... parce que le V12, quand il se réveille, là, c'est vraiment... C'est bruyant. C'est très joliment bruyant, mais c'est quand même très bruyant. Mais oui, c'est vrai que c'est une voiture fantastique à plus d'un titre, mais qui est étonnamment facile, ça c'est vrai. Mais qui à la fois c'est dur d'en profiter pleinement sur la route. Bon, sur ce, merci d'avoir conduit cette voiture-là puis de nous apporter ça parce que c'est rare qu'on peut avoir ce type de véhicule-là sous la main. Et merci tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto. On se revoit la semaine prochaine. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.